Alors bonjour à tous, je suis Madame Feki, la directrice de l'Institut Gaius. Moi je suis une ancienne étudiante de droit. J'ai fait toutes mes études à Lyon 3. Alors je vais essayer de sonder un petit peu le public pour voir à qui je m'adresse, pour adapter un peu mon propos. Alors qui est en licence 1 ? Ok, en licence 2 ? Très bien, licence 3 ? Ok, que 2 personnes. Et lycéen ? Très bien. Ok. Donc, je vais essayer d'adapter un petit peu cette conférence pour pouvoir donner des conseils un peu à tout le monde. Donc, l'objet de cette conférence, c'est comment réussir sa licence en droit. Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait ma licence il y a à peu près 20 ans, donc ça date. Ensuite, j'ai fait un master, puis un doctorat. Donc du coup, j'ai une grande expérience en droit. Je suis plutôt universitaire, c'est vrai. Mais après le master en droit, j'ai aussi eu le côté pratique, puisque j'ai exercé en tant que juriste dans des multinationales, donc plutôt le côté propriété intellectuelle, droit des affaires. J'ai fait un autre master 2, donc j'ai fait 2 master 2, un plutôt axé recherche pour le doctorat et un axé pro pour le côté juriste. Donc droit des affaires et droit de la propriété intellectuelle. Et puis j'ai enseigné pendant 10 ans à la fac de Lyon 3. Donc j'ai suivi beaucoup d'étudiants en licence. Et puis aujourd'hui j'en suis dans la prépa qu'est l'Institut Gaius. Je vous expliquerai ensuite quel est l'objectif de cette prépa et pourquoi elle a été créée aussi. Donc aujourd'hui on va surtout s'attarder sur les conseils sur la licence. Et puis je vais essayer aussi de vous donner des conseils sur comment travailler en licence pour réussir la licence de droit. Ce qu'il faut savoir, alors pour ceux qui sont au lycée, ça va être très pertinent parce qu'il faut le savoir avant de rentrer en droit. Et pour ceux qui sont en première, deuxième ou troisième année, bon c'est un petit peu tardif pour la troisième année, mais ça peut servir pour le deuxième semestre. Et puis surtout, comment anticiper aussi les masters. Donc là, ça va être plutôt pour comment bien sélectionner les masters, quel choix faire. Et quel choix de carrière faire après en fonction de la période dans laquelle on est. Parce que c'est vrai qu'il faut aussi prendre conscience que les enjeux ne sont pas les mêmes que ceux que j'ai connus peut-être moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui souhaite s'orienter dans des études de droit, donc il y a beaucoup plus de sélection, et la sélection est un petit peu différente. Ok ? Donc du coup, je vais d'abord aborder les enjeux des études de droit. Comment préparer son entrée en faculté de droit, donc là ça va concerner un petit peu les lycéens. Et puis quelles sont les bonnes méthodes de travail en licence. Et enfin, comment anticiper la sélection des masters. Voilà. Donc on va commencer avec les enjeux des études de droit. Alors pour ceux qui sont en licence, vous le savez, je pense que vous avez déjà eu quelques notes qui sont tombées et vous avez compris que on vous parle beaucoup de la sélection en master et il faut avoir des bonnes notes tout de suite en droit pour espérer avoir un master derrière. Puisque pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a quelques années, donc il y a 3-4 ans, on n'avait pas de licence, on n'avait pas de sélection pour rentrer en master. La sélection se faisait après la 4e année de droit. Donc ça changeait toute la donne sur comment aborder sa licence en droit, puisque on pouvait se permettre d'avoir une licence à 10 de moyenne et puis mettre un coup de collier en Master 1 pour ensuite intégrer le Master 2. C'était pas gênant parce que les directeurs de Master 2 regardaient exclusivement les notes du Master 1. Moi, par exemple, j'avais eu 10 en licence. Bon, je passais les années un peu comme ça. J'étais intéressée par le droit, c'était pas non plus une passion, parce que c'est vrai que la licence de droit, on aborde un peu toutes les matières et puis on est encore dans l'apprentissage de la méthodologie. Donc on ne prend pas vraiment de plaisir. Et puis vraiment, moi, je me suis épanouie en Master 1, où là, j'ai vraiment su que j'adorais le droit et je voulais vraiment poursuivre après en doctorat, etc. Mais c'est vrai que la licence, c'est un peu le passage obligé où parfois, c'est pas forcément une partie de plaisir. Mais on avait ce luxe de pouvoir se laisser vivre un petit peu en licence et se dire, si on veut un Master 2, on va devoir travailler dur en Master 1.
Depuis 3 ans, du coup, on a fait passer cette sélection en licence 3. Alors la première année de la réforme, ça a été un peu catastrophique parce que ça a été fait en cours d'année. Donc pour ceux qui sont en licence 3 aujourd'hui, vous avez quand même un peu de chance parce qu'on vous a prévenu. Les premiers étudiants que j'ai eus, en décembre, on leur a annoncé que la réforme était passée et qu'on allait les sélectionner sur leurs notes de première et de deuxième année de droit. Donc autant vous dire qu'on ne les avait pas prévenus, donc ils avaient eu 10, enfin, voilà, ils se laissaient un petit peu vivre, ils n'étaient pas trop paniqués par les notes. Et du coup, cette première année, il y a eu en France 30 000 personnes qui n'ont pas eu de master. Ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'ils avaient un diplôme de licence, mais ils ne pouvaient pas accéder au master. Et la réforme n'a pas changé, c'est-à-dire qu'il y avait quand même eu ce scandale de dire bon, bah, on a une licence en droit, mais on ne peut pas entrer en master de droit, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se réoriente? Et la plupart vont se réorienter en école de commerce, école de journalisme, ou vont faire une année sabbatique pour repostuler l'année suivante en droit. Donc c'était un petit peu compliqué. Et ça l'est toujours parce que finalement, aujourd'hui, il y a toujours cette même sélection. Alors la seule différence cette année, c'est qu'il y a une plateforme. Donc il y a une plateforme nationale un petit peu comme Parcoursup. Mais bon, encore une fois, c'est un point d'interrogation sur ce que cette plateforme va donner, puisque apparemment on a limité le nombre de choix sur les masters. Donc on va encore rôder, je pense, 2-3 ans cette plateforme avant que ce soit quelque chose de stable. Et puis du coup, là où la réforme, à mon sens, n'a pas été faite correctement, c'est qu'on a laissé les concours du droit ouverts à Bac+4. Donc pour être avocat, juge, etc., c'est toujours ouvert à Bac+4. Donc moi, à mon époque, si on n'était pas pris en Master 2, c'était pas gênant parce qu'on pouvait prendre une prépa et passer les concours après le Master 1. Donc tout le monde avait la chance de pouvoir passer le concours d'avocat, etc. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Ce qui fait que on peut perdre vraiment, enfin, on perd jamais 3 ans, mais on peut quand même faire 3 ans de droit sans pouvoir ensuite faire le métier de son choix. Donc il faut bien réfléchir avant de faire ce choix d'études, à mon sens. C'est prendre conscience de cette réforme pour se dire qu'est-ce que je peux mettre en place en amont pour essayer d'avoir la meilleure moyenne possible pour rentrer derrière en master. Parce que les directeurs de master sont assez durs dans leurs critères de choix, puisque je pense que pour ceux qui sont en licence, vous l'avez entendu, mais pour certains masters très sélects, ils vont vous dire je ne prends pas les étudiants à moins de 14 de moyenne en licence. Sauf que pour avoir 14 de moyenne, c'est assez compliqué en droit. Parce que du coup, on sort du lycée, on a encore une méthodologie qui est propre au lycée, et les notes tombent très vite. Et je pense que les étudiants en droit, vous le savez, quelle que soit la fac dans laquelle vous êtes, on vous ramasse 1 ou 2 copies par semestre sur les matières concernées, donc vous avez quand même peu de chances de vous rattraper sur les notes si jamais la note n'est pas bonne en TD, par exemple. Donc c'est un petit peu compliqué d'avoir le fameux 14 de moyenne tout de suite en abordant le droit en sortant du lycée. Il faut prendre le temps d'apprendre la méthodologie, de comprendre comment fonctionne la fac, etc., pour avoir ces notes-là. Donc c'est vrai que pour bien aborder les études de droit, je pense qu'il faut prendre conscience des enjeux. Voilà, de se dire, est-ce que je veux travailler vraiment à fond parce que je veux tel master, et dans ce cas-là, il faut s'y mettre dès la première année. Soit je me dis, c'est très bien, bravo, j'ai eu ma licence, j'ai eu mon année, mais le coup près, il tombera en fin de 3e année quand il faudra postuler et qu'on va s'apercevoir qu'il y a des refus, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, les L3 que j'ai suivis l'année dernière, ils étaient à peu près 40. Certains ont postulé à 90 masters pour être pris, sur toute la France. Donc il ne faut pas faire de choix de ville, parce qu'en fait, il y a un jeu de... Tout le monde postule partout. C'est-à-dire que si vous êtes à Lyon, le directeur de Lyon va recevoir aussi des candidatures de Paris, de Bordeaux, des meilleures facs de France. Il ne va pas vouloir faire de la... Enfin, certains essaient de prendre des gens de leur fac, mais pas tous. Donc forcément, il fallait postuler de partout pour espérer avoir une place en master. Donc, alors, il y en a beaucoup qui ont eu leur master, c'est vrai, mais ils avaient quand même entre 12
et 16 de moyenne. En fin de licence, hein, je parle. Donc tout ce qui est rattrapage et redoublement, ça va être assez dur pour les étudiants qui ont vécu ça, parce que parfois les directeurs vont même pas regarder. Alors je sais que c'est traître, hein, parce que c'est pas parce qu'on a redoublé ou qu'on a été au rattrapage, on peut avoir des excuses pour ça, qu'on n'est pas un bon étudiant en droit, mais c'est juste qu'ils ont parfois 1000 dossiers à regarder. Donc si on comprend que ils n'ont pas forcément le temps, ils ont une activité à côté, ils ne vont pas forcément éplucher les 1000 dossiers. Ils vont regarder les meilleurs et puis ils vont dire je sélectionnerai parmi ces dossiers-là. Donc c'est pour ça que moi, je pense qu'il ne faut pas le prendre personnellement quand on a un refus, parce que parfois ils n'ont même pas lu la lettre, ils n'ont même pas ouvert le dossier, ils ont juste vu la note et puis voilà. Donc c'est un petit peu le jeu des chaises musicales entre les différentes villes de France, et puis il n'y a pas forcément une sélection personnelle. Les lettres de motivation ne sont pas forcément lues. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir les meilleures notes possibles en licence pour espérer avoir le choix du roi derrière en master. Voilà. Donc voilà pour la sélection en droit. Alors justement, on va reparler un petit peu de la licence. Quel choix faire en licence pour essayer de gonfler un peu son CV et espérer avoir une place en master? Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter au droit. C'est-à-dire, quand on fait des études de droit, il ne faut pas être scolaire et se dire « bon, j'ai les bonnes notes, je fais que ma licence », parce que forcément, vous êtes très nombreux, donc tout le monde va être sur un pied d'égalité. Quand on a 1000 dossiers à 12 de moyenne, comment départager ces dossiers-là? Donc moi, je suis partisane d'essayer de sortir un petit peu de ce côté scolaire et de faire d'autres choses à côté. Alors, on parle des DU. Par exemple, il y a beaucoup de facs qui proposent des diplômes universitaires en droit américain, en droit anglais, etc. C'est pas mal de les faire, par exemple, en deuxième année. Pas en première année, parce que c'est un peu prématuré et la première année, c'est un peu le temps de se mettre dans le bain. Mais je pense qu'à partir de la deuxième année, il faut faire des DU, parce que ça fera toujours une ligne de plus sur le CV, et pour la sélection des masters, ça sera vraiment bien. Et il faut essayer de faire d'autres choses aussi, faire des stages, faire de l'associatif. Alors, je sais très bien ce que vous me dites, ce que je lis dans vos pensées, surtout les étudiants qui sont déjà en licence, c'est oui, mais il y a les TD, il y a les CM, on n'a pas le temps de faire ça pendant l'année. Oui, mais votre année, elle commence en septembre et elle se termine en avril si vous n'êtes pas au rattrapage et que vous ne redoublez pas. Donc, vous avez le temps pendant l'été d'essayer de faire des expériences professionnelles pour essayer d'enrichir votre CV. Vous n'avez pas le choix, à mon sens, parce que forcément, si vous imaginez faire votre CV, si vous avez 2 lignes, j'ai fait un job d'été dans un restaurant une fois en 3 ans, et voilà, vous n'avez rien à dire sur votre CV, quoi. Là, aujourd'hui, les directeurs de master vont vous dire il faut au minimum 2 stages durant la licence. Voilà. Après, peu importe, pour moi, peu importe le stage que vous allez faire. Ça peut être un stage de découverte. On sait bien quand vous êtes en licence que le stage que vous allez faire, vous n'allez pas rédiger des conclusions d'avocat. Voilà. Mais au moins, vous avez eu la possibilité de faire ce stage, de découvrir le métier. Et moi, je conseillerais de faire 2 stages un petit peu dans 2 domaines différents. Même si ça ne vous concerne pas trop, mais vous pouvez choisir notaire, avocat, un stage au tribunal ou un stage en cabinet d'avocat, peu importe, mais essayez de faire des stages dans 2 domaines différents pour être légitime dans votre choix de master. Parce qu'un étudiant qui dit en licence, je veux être avocat en droit des enfants, qu'est-ce qui légitime cette demande? Est-ce que c'est juste un fantasme de j'ai vu une série où j'ai vu un avocat qui faisait ça et je veux faire la même chose? Ou est-ce que j'ai fait un stage, ça m'a plu pour telle raison et c'est la raison pour laquelle je veux faire un master dans tel domaine? Donc à mon sens, il faut vraiment essayer de sortir de ce côté un peu lycée, un peu scolaire, où on passe les années et voilà, on est content et après on part en vacances. Il faut essayer déjà de construire votre avenir professionnel. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, comme je dis, le coup près va tomber et ça va faire mal, parce que quand on a fait 3 ans ou 5 ans de sacrifice et qu'on se retrouve sans rien, c'est compliqué aussi. Donc en fait, il faut vraiment faire un choix conscient quand on fait du droit. Il faut faire plein de choses à côté pour essayer d'avoir un profil un peu pertinent, atypique,
Et c'est ce qui va plaire au directeur de master. Voilà. Pareil, je vous conseillerais de faire des conférences. Il y a beaucoup de professeurs et donc de directeurs de master qui proposent des conférences. Si vous les suivez sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, vous verrez, il y a pas mal de conférences, même si ce n'est pas votre niveau. L'idée, c'est d'aller à la conférence, de poser des questions aux enseignants, de se montrer un petit peu. C'est comme ça que vous allez avoir des contacts et peut-être avoir une place en master, parce que parfois, ça se fait aussi par réseau. Donc, il faut essayer de... Voilà. Dès que vous avez du temps libre, il ne faut pas laisser ce temps libre pour rien faire. Il faut essayer de l'exploiter pour avoir le maximum de choses à raconter sur votre CV derrière. J'avais des étudiants qui n'avaient rien fait, par exemple, pendant leur licence. Et le jour où il a fallu leur faire leur CV, parce que je les aidais un petit peu à faire leur CV, ils se sont vite aperçus que c'était gênant, quoi. Parce que quand vous avez écrit votre parcours scolaire, vous mettez quoi dans la case expérience? Il y a 2 lignes sur un job d'été, c'est pas très crédible. Donc il faut vraiment essayer de faire d'autres choses à côté du droit. Et la raison est aussi la suivante, c'est que si vous regardez un petit peu dans le monde professionnel, ce qui est recherché en termes de compétences, vous verrez que vous ne pourrez pas travailler dans un cabinet ou dans une entreprise si vous n'êtes pas bilingue. Alors quand je dis bilingue, c'est un anglais professionnel. Donc la question, c'est que vous comprenez bien, pour ceux qui sont en fac de droit, vous avez bien compris que ce n'est pas l'anglais de la fac qui va vous permettre de tenir une conversation professionnelle. Donc, il va falloir penser faire peut-être des stages à l'étranger pendant l'été, si vous avez l'occasion de le faire. Parce que forcément, le droit ne se suffit plus à lui-même. C'est soit ça, soit vous allez devoir faire 5 ans de droit et partir 1 an à l'étranger. À mon sens, c'est... Alors, sauf sur certains domaines comme notaire, où là, on ne cherchera pas trop sur l'anglais, quoique, parce qu'il y a beaucoup de notariat international maintenant qui est un peu à la mode. Donc, mais je pense que voilà, soit vous apprenez des langues pendant l'été de vos années de licence, soit vous le ferez après la 5e année de droit. Voilà. Ou bien, maintenant, il y a beaucoup d'écoles de commerce qui ouvrent des Master 2 droit et commerce. Alors pourquoi ça s'est ouvert? Ça s'est ouvert depuis 5-6 ans. C'est parce que le droit ne se suffit pas à lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche soit des personnes qui ont le droit et les langues, soit des personnes qui ont le droit et le côté business. Et le côté business, il sera donné par une école de commerce, pas par la fac de droit, même en master droit des affaires. Donc du coup, il faut vraiment se dire que vos études de droit ne suffiront pas. Il va falloir faire d'autres choses un petit peu à côté. Mais attention, il ne faut pas se dire oui, mais ça va être long. Parce qu'au finalement, vous êtes en train de construire un profil professionnel. Parce que quand on termine ces 5 ans de droit, on a à peu près 22 ans. Je veux dire, à 22 ans, on ne va pas commencer une carrière à 22 ans en droit. Donc, il faut en profiter pour faire une année, soit en école de commerce, soit une année à l'étranger pour apprendre des langues, etc., pour avoir un profil ensuite qui est intéressant. Le but, c'est pas de terminer vite, c'est de terminer bien, avec un bon profil pour vous vendre sur le marché de l'emploi, quel que soit le job que vous allez avoir en droit, et bien au meilleur prix aussi. Parce qu'après, vous êtes en concurrence entre vous, et celui qui a le moins de diplômes, forcément, il ne sera pas choisi. Donc, c'est vrai que moi, je préconise de faire pas mal de choses à côté. Et l'associatif aussi est pas mal. Parce qu'il y a plein d'associations qui sont en lien avec le droit, puisque le droit, c'est la vie de tous les jours. Donc, celui qui veut faire, par exemple, du droit pénal, il doit faire une association, il doit aller voir une association qui aide les détenus, je ne sais pas, ou une maison de la justice. Ça lui permet d'avoir quelque chose sur son CV qui va légitimer ce choix-là. Celui qui veut faire du droit des affaires, pareil, il peut aller faire un peu de bénévolat pour aider des entrepreneurs à créer leur entreprise. Vous voyez, il y a plein d'associations qui sont ouvertes à prendre des jeunes en licence et puis vous, ça vous fait une ligne sur le CV. Et ça vous donne des points en plus pour les masters derrière si vous n'avez pas le fameux 15 de moyenne, quoi. Donc c'est comme ça que vous passerez et vous réussirez à avoir votre place derrière en master. Voilà. Donc voilà pour les options à choisir quand on fait du droit. Et puis évidemment, il faut anticiper. Parce que là, je m'adresse aussi aux lycéens. Moi, quand j'ai débuté l'enseignement, c'est vrai que j'ai fait 10 ans, bon là ça fait peut-être 12-13 ans,
j'ai constaté qu'il y avait vraiment une carence des étudiants en culture générale, par exemple. Culture générale, le côté rédactionnel, c'est compliqué. Et en droit, on est très très exigeant sur l'écrit, par exemple, parce que le droit français est un droit écrit, c'est pas comme le droit anglo-saxon. Donc du coup, une personne qui n'a pas un bon côté rédactionnel va avoir beaucoup de mal en droit. Et surtout qu'en fac de droit, on peut vite enlever 4-5 points sur une copie parce qu'il y a 3 fautes d'orthographe. Donc il faut vraiment renforcer le côté rédactionnel, parce que c'est pas l'oral, c'est pas forcément quelque chose qui est valorisé, en tout cas pour la licence de droit. Donc pour moi, il faut peut-être même prendre des cours de français, s'il le faut, en parallèle, pour essayer de renforcer un peu la plume. Parce que c'est vrai que même pour les concours derrière, hein, quand vous allez passer, si certains veulent passer le CRPA, vous allez voir qu'il y a une exigence terrible sur l'écrit. Et comme c'est un concours, parce qu'on vous dit que c'est un examen, mais au final, il y a le même nombre de personnes qui passent à chaque fois, donc c'est un concours déguisé, celui qui a un problème rédactionnel ne passera pas. Il n'aura pas la moyenne, c'est une certitude. Donc ça, on peut prendre des cours soit au lycée, soit après. Aussi, même en licence, il faut renforcer ce côté rédactionnel, il faut le faire. Ça donnera des points en plus, parce que j'en ai corrigé des copies, hein, des centaines, et c'est vrai qu'on voit l'évolution en fait. Alors, il y a 10 ans, c'était plutôt des problèmes d'orthographe et de grammaire. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de problèmes de construction de phrases, c'est-à-dire qu'on a des phrases qui se suivent, mais qui n'ont pas vraiment de lien entre elles. Enfin, il n'y a pas de développement de point de vue. Il manque beaucoup de vocabulaire et du coup, ça va donner des notes un peu moins élevées. Parce que souvent, les étudiants nous disent « mais je ne comprends pas, j'ai tout compris de mon cours, j'ai mis tout ce que je voulais ». Mais quand on lit la copie, en fait, on comprend pourquoi ils ont eu 13 et pas 16. Il y avait les éléments, mais les éléments n'étaient pas apportés de la bonne manière. Donc ça, il faut essayer de renforcer un petit peu son niveau là-dessus. Voilà. Donc, du coup, et oui, se préparer durant l'été. Donc justement, pour moi, vous avez 4-5 mois de vacances chaque année. Alors, certains travaillent, c'est vrai, mais on peut quand même essayer d'utiliser cette période, même quand on travaille à côté, pour faire ce qu'on ne peut pas faire pendant l'année. Parce que c'est vrai que les études de droit sont quand même assez lourdes, puisqu'il y a les travaux dirigés toutes les semaines. Donc les étudiants doivent rendre des exercices toutes les semaines. Il y a les CM, donc les cours magistraux, où les étudiants doivent aller en cours magistral pour avoir le cours. Donc on se retrouve beaucoup avec beaucoup de choses à faire. Et c'est là où je vais aborder le thème de cette conférence qui est quand même assez important, c'est comment travailler en licence. Alors je vais vous dire ce que j'ai observé et qui n'est pas forcément bon, parce qu'il y a différents profils psychologiques d'étudiants, et chacun va avoir sa méthodologie de travail, mais qui ne porte pas forcément ses fruits. C'est-à-dire que l'étudiant classique, alors vous me direz en levant la main ceux qui se reconnaissent dans ce profil-là, c'est l'étudiant qui va se donner bonne conscience en allant à tous les cours. Donc lui, c'est impossible de louper un cours parce qu'il a peur de louper la phrase qui va changer toute sa vie. Donc c'est un étudiant qui va aller à tous les CM et qui, alors là il est super concentré pendant les CM, il va taper, ça devient un dactylo, il va taper le plus vite possible tout ce qui sort de la bouche du prof parce qu'il ne veut surtout pas louper une phrase. Il pense vraiment que son année se joue sur ce qu'il va louper pendant le CM. Bon, je pense que j'ai déjà identifié 2-3 personnes qui font ça. Et du coup, en fait, pendant 6 heures parfois, voilà, l'étudiant, en plus avec les ordinateurs, alors il est lobotomisé parce qu'il n'écoute même pas ce qui se passe. C'est un robot qui retranscrit ce que dit le prof. Et la preuve en est, testez-vous, vous sortez du cours, vous ne savez même pas de quoi ça parlait. C'est un vide absolu, à part l'intitulé de la matière à la rigueur. Mais voilà. Et après, cet étudiant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller à la BU. Parce que forcément, il faut remettre de manière jolie son cours. Parce que son cours, il a été pris avec des trous de partout. Et il ne supporte pas d'apprendre sur un texte qui n'est pas beau. Donc, il va passer encore 3 heures à aller faire de l'esthétique. Moi, j'appelle ça faire de l'esthétique parce que pour moi, tout ça, ce n'est pas du travail. Tout ça, c'est une perte de temps parce que du coup, on a passé peut-être 8 heures de sa journée
à écouter quelqu'un parler pour retranscrire, et après on va passer 3 heures à la BU à remettre au propre son cours. Voilà. Et après, éventuellement, on l'apprendra. Et finalement, on n'a pas le temps parce qu'on a passé toute sa journée à la BU. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, là j'ai travaillé aujourd'hui. Je suis restée sur une chaise pendant 8 heures, donc j'ai travaillé. Donc on se donne bonne conscience. Et après, il y a les exercices à faire et on n'a jamais le temps de les faire. On finit tous par les faire le dimanche soir parce que le TD est le matin, le lundi à 8 heures. Et on se dit, j'ai toujours pas avancé sur mon TD. Donc, vous vous reconnaissez? Non. Oui, qui font totalement ça, voilà. Donc en fait, ils passent leur semaine. Hein. Pour eux, ils travaillent. Hein. Mais pour moi, je suis un peu dure avec eux, mais pour moi, ils font le dactylo du prof. Et après, ils font de l'esthétique. Enfin, ils mettent leur cours avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, des fiches toutes belles. Et ils ont des belles fiches. Hein. Les fiches sont parfaites. Et en fait, les fiches, finalement, les fiches de cours, hein, d'ailleurs. Parce que moi, je suis contre les fiches de cours, parce que les fiches de cours, c'est juste le cours en miniature. Parce qu'ils mettent tout dedans. Parce qu'ils ne savent pas ce qui est important. Donc, du coup, ils reprennent le cours, ils le remettent en miniature, et ils se sont dit, j'ai fait mes fiches. Mais est-ce qu'ils l'ont appris? Est-ce qu'ils ont fait des exercices sur cette partie du cours? Est-ce qu'ils le maîtrisent? Non. Donc, sauf que beaucoup d'étudiants procèdent de cette manière-là. Donc, leur semaine passe très vite, et finalement, ils n'ont plus que le week-end pour faire leur TD. Sauf que, par exemple, à Lyon 3, on avait fait des statistiques sur la durée pour faire un TD correctement, pour un étudiant de licence. Hein. En moyenne, il faudrait passer 10 heures. Sauf que vous comprenez qu'avec 18 heures de cours de CM, plus les TD, plus le temps de reprendre son cours et de faire ses fiches, si on fait 10 heures, enfin si on veut bien faire les choses et qu'on fait 10 heures sur chaque matière à TD, sachant qu'il y en a 3 par semaine, ça voudrait dire que notre week-end, on a besoin de 30 heures pour bien faire ses TD. Ce qui n'est pas possible. Donc vous comprenez qu'on arrive avec des étudiants qui vont travailler vraiment énormément pour finalement arriver à avoir un 12 en TD. Donc il y a un problème dans la répartition du temps utilisé. Et c'est pour ça que, pour moi, il faut vraiment se remettre en question. Ça, c'est le côté scolaire que vous avez appris du CP jusqu'au lycée, qui a peut-être fonctionné au lycée, mais qui, pour moi, ne fonctionne pas dans les études supérieures. Parce que si les études supérieures, on voulait recruter des personnes qui apprennent par cœur et qui recrachent un cours, on ne rappellerait pas ça des études supérieures. Les études supérieures, il faut comprendre quel est le but, en fait. C'est donner de la matière première à un étudiant et on attend qu'il sculpte quelque chose avec cette matière première, mais avec sa propre façon de faire. Et du coup, le problème, c'est que les étudiants pensent qu'en recrachant justement leur cours, ils vont avoir le fameux 15 de moyenne. Donc, ça ne marchera pas en droit. Donc, c'est pour ça que pour moi, il faut se remettre totalement en question en licence de droit et commencer à travailler intelligemment, c'est-à-dire exploiter son cours, ne pas perdre son temps à réécrire ce que dit le prof, etc. Il faut écouter ce que dit le prof, il faut l'avoir lu en amont, parce que pour moi, pour aborder un cours de CM, ça ne sert à rien d'y aller si vous ne savez pas de quoi ça va parler, parce que vous n'allez pas écouter. Donc il faut avoir lu un bouquin sur la matière avant, aller en CM, comme ça vous écoutez ce que dit le prof, et vous essayez de reprendre l'essentiel. Et quand vous allez à la bibliothèque, il faut essayer de retranscrire sous forme de tirets, pas l'intégralité, pour avoir la base. Et après, il faut s'exercer. Pour moi, il n'y a pas de secret. Les étudiants ne s'exercent pas suffisamment. En fait, ils font que les exercices qui leur sont demandés en TD. Donc, vous imaginez bien que sur une matière, les étudiants sont parfois ramassés une fois dans le semestre. Et une fois qu'ils sont ramassés, ils ne font plus l'exercice. Donc, en fait, pendant 3 mois, ils vont avoir fait un cas pratique, peut-être, si je parle du cas pratique, 1 ou 2 cas pratiques dans le semestre, où ils vont être notés. Et après, en partiel, on leur demande de faire un cas pratique en 3 heures tout seul. Et ils s'étonnent de ne pas avoir réussi le cas pratique d'examen. Mais si on n'a fait que 2 cas pratiques dans le semestre, on ne peut pas maîtriser l'exercice. Donc c'est la raison pour laquelle il faut inverser la donne et il faut s'exercer en droit. Il y a des ouvrages à la bibliothèque, on peut s'entraîner, il y a des exercices corrigés, etc. Mais il faut inverser la donne.
Le cours, le prof de CM n'invente pas le droit. Vous comprenez? Il l'explique à sa manière, certes. Oui, il faut écouter le CM pour avoir des éléments d'information, mais tout est dans les ouvrages. Sauf que il y a une génération, enfin la vôtre, peut-être que ce n'est pas votre cas, mais en tout cas, vous avez du mal à aller exploiter les manuels de cours. Vous prenez que votre cours de CM et vous ne travaillez pas suffisamment avec d'autres manuels. Il faudrait lire d'autres manuels, faire des exercices et s'entraîner. Et comme ça, vous pouvez maîtriser davantage le cours du prof. Donc pour moi, le conseil essentiel, c'est de changer sa façon de travailler pour avoir des résultats plus en adéquation avec le nombre d'heures passées. Parce que pour moi, c'est très frustrant quand je vois des étudiants qui travaillent vraiment du lundi au samedi et qui n'ont pas de bonnes notes. Parce qu'on n'arrive pas trop à les remettre en question en disant bah, écoute, c'est peut-être ta méthode de travail qui ne marche pas. Il y a vraiment un problème en fait quand on passe autant de temps et qu'on a 12, 11, 10 de moyenne en licence. Donc il faut essayer de changer cette façon de faire, même si ça fait mal, parce qu'en fait on adore, ces mauvaises habitudes, parce que ça nous rassure. On sait que ça ne marche pas, mais ça nous rassure quand même. On continue de les faire en fait. C'est-à-dire que l'étudiant à qui je vais dire non mais il ne faut pas faire ça, ça va lui faire souffrance de se dire mais je ne fais pas mes fiches. Il a la sensation qu'il n'a pas travaillé parce qu'il n'a pas fait ses fiches. Les fiches, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, hein, mais il faut les faire à la fin du semestre. C'est-à-dire à la fin du semestre, quand on va pour réviser, on a déjà exploité le cours, on sait ce qui est important, on fait juste des fiches pertinentes qui vont nous permettre de nous permettre de revoir un petit peu rapidement le cours. Voilà. Donc pareil, pour les TD, comment travailler les TD? Parce qu'il y a beaucoup d'exercices, il y a 3 exercices à faire. Alors moi, j'ai un conseil quand même, c'est qu'on ne peut pas le faire d'une traite. J'ai beaucoup d'étudiants qui se disent, bon allez, je me réserve une après-midi, je vais faire mon commentaire. Et donc, ils commencent à aller regarder un petit peu, ils regardent un peu de doctrine s'ils ont cet attrait pour la doctrine, pas tous, mais il faut le faire. Ils vont regarder leur cours et puis ils pensent que le plan de leur commentaire d'arrêt va tomber du ciel. Et du coup, ils sont un peu frustrés. Et une fois qu'ils arrivent à faire un plan plus ou moins potable, ils vont rédiger d'une traite et après, ils ne veulent plus en entendre parler. L'exercice pour eux est terminé et ils vont le rendre tel quel. Sauf que quand on le fait d'une traite alors qu'on vient de découvrir le thème, on n'a pas de recul sur cet exercice. Du coup, forcément, il y aura un couac dans l'exercice. Il faut revenir plusieurs jours dessus pour peaufiner son exercice. Et c'est comme ça qu'on arrive à se perfectionner dans des exercices aussi difficiles que le commentaire d'arrêt, parce que c'est un petit peu la bête noire des étudiants. Généralement, le cas pratique, ça va plus ou moins, mais le commentaire d'arrêt, c'est un exercice qui est compliqué. Pourquoi? Parce que le problème de la fac, c'est qu'il n'y a pas de méthodo. Enfin, je pense que vous l'avez tous vu quand vous levez la main pour dire comment faire un commentaire ou comment faire une dissertation. On vous dit, bah, c'est simple, hein, vous faites 2 parties, 2 sous-parties. Oui, bah merci, mais comment je fais mes intitulés? Qu'est-ce que j'écris à l'intérieur? Comment j'exploite mes connaissances de cours pour rédiger à l'intérieur? Ça, on ne vous le dit pas. On vous laisse faire, en fait. Sauf qu'il y a une méthodologie très précise. Il faut savoir que ne serait-ce que sur le commentaire d'arrêt, je pourrais vous faire un cours de 30 heures juste sur le commentaire d'arrêt. Il y a un auteur à Paris qui a écrit un ouvrage, mais qui est publié qu'à la bibliothèque à Paris. Donc il n'y a qu'une bibliothèque qui a cet ouvrage, donc vous ne le trouverez pas. Et du coup, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les 36 plans du juriste ». C'est-à-dire qu'il a... Alors c'est très drôle parce qu'entre les auteurs, ils s'écrivent, parce qu'il a estimé qu'il n'y avait que 36 plans possibles de commentaires d'arrêt. Alors il y a plein d'autres profs qui lui envoient des courriers en disant « Non, j'ai trouvé une autre technique de plan ». Et à chaque fois, il le rattache à ses plans à lui. Donc pour lui, il n'y a que 36 plans. Mais déjà, ça fait sourire ceux qui sont au droit parce que vous n'avez jamais parlé qu'il y avait plus d'un plan. Il y a 36 techniques pour trouver un plan et chaque technique s'adapte à un arrêt. C'est pour ça que quand vous pensez avoir une seule technique, bah parfois ça ne marche pas avec votre arrêt. Donc il faut apprendre plusieurs techniques pour s'adapter à chacun des arrêts. Et ça, on ne vous le dit pas à la fac.
Moi, en licence, j'arrive à apprendre à mes étudiants que 5 plans, 5 techniques. C'est suffisant pour la licence, hein, parce que les 36 plans, c'est ceux qui veulent faire un doctorat et qui veulent s'amuser à faire de la théorie juridique. Mais déjà, 5 plans, apprendre 5 techniques de plans, ça vous permet de parer à n'importe quel arrêt de la Cour de cassation, en tout cas sur le droit privé, pour trouver un plan très rapidement. Il faut juste les connaître et après se dire, bon, là, cette technique, elle ne marche pas pour cet arrêt, je vais passer à l'autre technique. Et il y en a forcément une qui marche et qui vous permet de trouver, allez, en moins de 15 minutes, un plan en partiel. Mais voilà. Mais ça, vous n'étiez même pas au courant parce que c'est de la méthodologie pure qui n'est pas enseignée à la fac de droit. Donc soit vous êtes curieux et vous allez chercher dans les manuels pour essayer de trouver toutes ces techniques-là, mais sinon, ben voilà, on pense que le plan, il doit tomber du ciel. Mais ce n'est pas le cas. Pareil, il y a des techniques pour rédiger ses intitulés. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses, en fait, que vous pouvez apprendre si vous avez le temps. Mais pour avoir le temps, il faut arrêter d'aller faire des fiches de cours et d'aller faire le dactylo du prof. Il faut avoir le temps d'aller chercher ces choses-là pour travailler plus efficacement. Voilà. Et c'est pareil pour le cas pratique. Le cas pratique n'est pas forcément bien enseigné. On vous dit, il faut faire majeur, mineur, conclusion, c'est le syllogisme. Oui, mais où je place ma jurisprudence? Est-ce que je la place toujours dans la majeure, dans l'espèce? Voilà. Il y a tout ça qu'il faut maîtriser en licence. Et c'est pour ça que moi, j'observe beaucoup d'étudiants qui n'ont pas de méthodo, qui passent dans les mailles du filet, c'est-à-dire ils ont validé leur licence comme ça, enfin même 12, 13 de moyenne. Et quand ils passent les concours, ils s'écrasent. Pourquoi? Parce que dans un concours, on ne vous dit pas si vous avez juste ou faux. Soit vous avez votre nom sur la liste, soit il n'y est pas. Et il y a des étudiants qui vont traîner des casseroles méthodologiques, c'est-à-dire qu'ils vont passer par les coefficients et les matières, ils auront quand même leur licence. Et quand ils vont passer le concours, ils font des erreurs méthodologiques qui sont rédhibitoires et qui font qu'ils ne passeront pas. Mais personne ne leur dit. Donc c'est pour ça que pour moi, soit on prend les bonnes méthodes dès la première année de droit pour pas traîner ces casseroles, et après pour moi après la licence normalement, on est vraiment, on peut voler de ses propres ailes. Si on a de la méthodologie, quelles que soient les matières que vous allez enseigner après, c'est toujours la même chose, on n'a pas besoin d'accompagnement derrière. Mais là, les choses s'inversent, c'est-à-dire que les étudiants passent leur Master 2, et après, ils sont obligés de prendre une prépa pour les préparer au concours parce qu'ils ne sont pas prêts aux exercices qui sont demandés dans les concours de droit. Oui. Est-ce que vous avez des recommandations spécifiques au niveau de méthodologie? Genre, il y a des livres spécifiquement pour la méthodologie? Oui, il y a des ouvrages à la fac, il y en a pas mal. Hein, vous allez trouver de quoi faire. Alors, je pense qu'en licence, il faut être malin. Il faut aller regarder les ouvrages de méthodo des concours. Parce qu'en fait, par exemple, pour le CRPA, il faut savoir que le programme du CRPA, c'est les matières de la licence. Hein. C'est droit des obligues. Donc, droit des obligations, c'est une matière qui est enseignée en deuxième année. C'est la matière du CRPA, la plus coefficientée. Donc, du coup, il ne faut pas aller regarder les ouvrages de licence, aller regarder ceux qui préparent ces concours où il y aura beaucoup de corrigés, de cas pratiques, corrigés. Alors, vous avez de la chance parce que le concours d'avocat a été réformé. Enfin, l'examen d'avocat a été réformé. À mon époque, on pouvait tomber sur commentaires, cas pratiques, dissertation. Oui, et on ne savait pas. Donc ça veut dire qu'il fallait se préparer à tous les types d'exercices. L'examen est devenu beaucoup plus accessible parce qu'aujourd'hui, c'est qu'un cas pratique. Donc pour moi, quelqu'un qui fait des cas pratiques toute l'année, qui se prépare toute l'année aux cas pratiques, il n'a pas de raison d'échouer. Voilà. Mais, encore une fois, j'insiste, on minimise trop en fac de droit l'aspect méthodologique. J'ai corrigé des copies du CRPA, j'étais vraiment étonnée du niveau. Et pas dans le bon sens, évidemment, parce que j'ai vu des copies, vraiment, où pour moi, c'était un niveau de fin de licence pour des personnes qui étaient en Master 2. Parce qu'on ne leur a jamais appris la méthodo, donc ça ne passait pas. Donc c'est pour ça que je vous dis que le savoir, le contenu, on finit par l'avoir par soi-même, parce que quand on a fait 3 ans de droit, on est formaté, et après, quelle que soit la matière qu'on étudie, on est déjà formaté, on pourra l'absorber. Mais la méthodo, non. Si elle n'est pas bonne dès le départ, ça ne va pas. Pour vous dire, en fac de droit, vous avez tous étudié,
où vous allez étudier des matières. C'est un choix de la faculté d'étudier telle et telle et telle matière. Mais il y a des matières qui ne s'enseignent pas. Et ça n'empêche pas qu'elles s'exercent. J'ai travaillé pendant 1 an et demi au tribunal de grande instance. Je faisais du droit rural. Bon, j'ai jamais entendu parler de droit rural avant d'en avoir fait. Donc vous comprenez que c'est juste que pourquoi est-ce qu'on nous donne cette possibilité de faire du droit rural? Tout simplement parce que, en fait, on sait qu'on est formaté, après on a juste à regarder le code rural et on sait interpréter les articles. On n'a pas besoin d'un prof pour nous expliquer comment interpréter les articles. Donc c'est pour ça que c'est juste un choix de matière. Peu importe la matière, vous n'avez pas besoin d'un prof. Par contre, vous avez besoin d'un prof pour vous permettre de raisonner juridiquement et d'avoir une bonne méthode de travail. Parce que souvent, on caricature le droit en disant le droit, c'est du par cœur. C'est faux. Le droit, c'est de la logique. C'est beaucoup, beaucoup de logique. Il faut bien sûr apprendre le contenu. Il n'y a pas de secret. On va apprendre ses cours. Mais on retrouve tout par la logique. Et quand on sait travailler en droit, on n'a pas besoin de tout apprendre par cœur mot pour mot. En fait, vous l'avez vu pour ceux qui sont en droit, on vous demande d'interpréter des articles, pas de les apprendre par cœur. Il faut savoir lire un article et savoir décortiquer le nombre de conditions requises pour cet article-là. Et il faut savoir combiner les articles entre eux. Donc si on est trop scolaire et qu'on apprend trop par cœur, ça ne passera pas en droit. Et souvent, ça passera en première année. Parce qu'en première année, c'est un petit peu pour moi de la culture juridique plutôt que du vrai droit. Enfin, quand je dis du vrai droit, je ne suis pas en train de dire que le droit constitue, ce n'est pas du vrai droit, mais c'est gentillet. Droit des personnes, droit de la famille, c'est gentillet encore. C'est plus de la culture. Mais après, en deuxième année, c'est la raison pour laquelle on dit souvent que c'est la plus dure, parce que la deuxième année, on rentre dans de la technique juridique. Et là, c'est plus compliqué. Pour les profils qui apprennent par cœur, c'est un peu compliqué en deuxième année. Parce qu'il faut se dire que le par cœur, ça ne marchera pas forcément. C'est vraiment le côté logique qui va marcher en droit. Donc, moi, si vous voulez, si je vous parle un petit peu de mon parcours, vous allez comprendre aussi peut-être ce que je suis en train de dire. C'est que moi, je n'avais pas fait du droit initialement. J'avais fait le concours de médecine. Voilà. Donc, j'avais fait le fameux PCEM1 à l'époque. Et du coup, c'est un concours où j'ai appris beaucoup de choses. Parce que c'est vrai qu'on nous formate au travail. Et à l'époque, il faut savoir que quand on validait ce concours de médecine, on pouvait avoir une passerelle pour aller en deuxième année de droit. Donc moi, je n'ai pas fait de première année de droit. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune logique entre de la médecine et du droit. Mais pourquoi on réussissait en deuxième année de droit sans avoir fait 1 an de droit? C'est tout simplement parce qu'on était des travailleurs, on savait travailler. On pouvait passer 10 heures par jour, du lundi au dimanche, sur des cours. Et les étudiants en droit ne sont pas formatés à ça parce qu'ils sortent du lycée. Du coup, ils pensent qu'en faisant leur CM, en allant faire leurs fiches et en faisant leur TD rapidement, ils ont du temps libre, etc. Ils se laissent vivre. Sauf que pour moi, le droit est devenu un concours déguisé. C'est un concours sur 3 ans où il faut avoir les meilleures notes possibles, comme en médecine, où il fallait avoir les meilleurs scores possibles pour avoir la spécialité de notre choix. Là, c'est pareil. Il faut avoir les meilleures notes possibles pour avoir le master de votre choix. Et on était 7 qui avaient fait la passerelle médecine-droit, et les 7, on a validé notre deuxième année. Alors qu'on ne savait pas ce que c'était qu'un commentaire d'arrêt, on ne savait pas ce que c'était qu'une fiche d'arrêt, on ne savait pas faire un cas pratique. On nous a jetés en droit. Moi, mes premières amphis de droit, je peux vous dire que je m'en souviens, j'avais l'impression que c'était une langue étrangère. Parce que vraiment, il y avait trop de mots compliqués. Moi, on parlait de science, quoi. On parlait de biochimie, on parlait de... c'est carré, quoi. Et là, déjà, le mot « en l'espèce », je crois que j'ai passé 3 mois à comprendre ce que ça voulait dire. Parce que je ne savais pas ce que c'était que ce mot. Alors, c'était très drôle parce que mes premières copies en droit, comme je ne savais pas faire et que j'avais atterri là, donc on ne m'a jamais montré la méthodologie, les cas pratiques, alors ça va vous faire rire parce que même moi, aujourd'hui, j'ai honte. Mes cas pratiques... Je m'étais dit, un arrêt de cour de cassation, j'ai l'impression que c'est un cas pratique. Du coup, mes cas pratiques, je les écrivais en attendu que. Au lieu de dire en droit, je disais attendu que, l'article temps dit ça. Et je me souviens, j'avais été ramassée et il m'avait écrit prétentieuse. Parce qu'il pensait que je me mettais à la hauteur de la cour de cassation et que je rédigeais mes cas pratiques. Sauf que moi, c'est juste que je ne savais pas faire.
Je faisais comme je pouvais, en fait. Et j'étais pas du tout prétentieuse. Et voilà, il faut vous dire que j'ai appris par moi-même. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais cette détermination a fait que je me suis dit, bon, les autres ont 1 an derrière eux, il faut que je rattrape ça. Je sais rien faire, mais je savais même pas faire une fiche d'arrêt. Hein. Vous imaginez, en 2e année, c'est quand même compliqué, il y a un gros rythme. Il y avait le droit administratif, le droit des obligues. C'était vraiment catastrophique. Mais je ne me suis pas laissée abattre et je me suis dit, bon, je vais aller exploiter les ouvrages et je travaillais par contre comme en médecine. Du coup, en travaillant comme en médecine, j'ai réussi ma 2e année. C'est pour ça que je vous dis que c'est qu'une question de travail et aussi d'autonomie. Parce qu'en médecine, on est autonome. Parce qu'en fait, on n'a que les cours de la fac et après, on doit s'entraîner. Donc il faut tout de suite avoir une bonne méthode de travail. Et en droit, j'ai observé beaucoup mes camarades et je trouvais qu'ils manquaient d'autonomie par rapport à moi. Donc l'aspect concours avait bien aidé à me formater et à réussir derrière mes études de droit. Voilà. Et encore une fois, il ne faut pas trop se stresser aussi, parce que je vous parle de master, etc. Vous pouvez très bien réussir à 10, mais après, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de master. Il faut faire pour moi un choix stratégique. Si jamais vous êtes de ces étudiants qui n'ont pas le fameux 14 de moyenne, ou si vous avez redoublé, il ne faut pas se laisser abattre. Il faut juste se dire, bon, peut-être que je n'aurai pas le master de mon choix, mais je vais faire un choix stratégique sur un master peut-être un peu moins bien coté. Et derrière, j'aurai mon passeport pour passer les concours. Si votre but, c'est d'être avocat, on s'en moque de votre master. Si vous avez un master d'histoire du droit, vous pouvez aussi présenter le concours. J'ai rien contre l'histoire du droit, personnellement, mais voilà, c'est pas le plus prisé. Voilà. Donc, en fait, il faut être conscient de son niveau et de se dire, dans les 10 choix de la plateforme, je vais faire peut-être 5 choix de master que je veux et je vais faire 5 autres choix de master qui ne sont pas très demandés. Comme ça, je suis sûre d'avoir une place en master. Vous pouvez être sûr que Histoire du droit à Clermont-Ferrand, vous aurez de la place. Voilà. J'ai rien contre Clermont-Ferrand non plus, mais il y a moins de demandes. Donc voilà, essayez d'être stratégique aussi par rapport à votre objectif. Et encore une fois, moi j'avais une enseignante qui m'avait dit ça quand j'étais en Master 1. Elle avait dit, les meilleurs étudiants ne sont pas les meilleurs professionnels. Et je peux vous assurer que c'est vrai. Le côté scolaire, c'est juste pour, comme je dis, le passeport, montrer patte blanche, avoir son diplôme pour faire ce qu'on a envie de faire. Mais après, on fait ses preuves dans la pratique. Et l'étudiant qui est trop scolaire, il ne va pas exceller dans la pratique. Voilà. Parfois, il n'arrive pas à sortir de son côté scolaire, il n'arrive pas à s'adapter, parce qu'après, la fac ne vous enseigne pas plein de choses qu'on a besoin dans le monde professionnel, et ça, quel que soit le métier, en fait. Se présenter, être à l'aise, parler à ses collègues, avoir un peu d'empathie, se sociabiliser. Après, vous verrez que souvent, que ce soit en cabinet d'avocat, partout, en entreprise, on préfère recruter quelqu'un avec qui on a envie de travailler. Parce qu'on va devoir le voir tous les jours. Donc on ne prend pas le meilleur. Vraiment, on ne prend pas celui qui a 18 de moyenne et qui est complètement associable. On va prendre quelqu'un avec qui on a envie d'aller à la pause café. Et c'est pour ça qu'il faut enrichir son profil, être un peu moins scolaire et un peu plus ancré dans le monde qui vous entoure pour avoir des choses à raconter et après être sélectionné dans le monde professionnel. Voilà. Donc, j'ai un petit peu anticipé. Là, je vous en ai parlé. Comment travailler les CM, maintenant vous savez qu'il ne faut plus faire de fiches. Comment travailler les TD, vous savez qu'il faut aller regarder la méthodologie. Comment travailler les mineurs. Parce que vous avez des matières où il n'y a pas d'exercice à rendre. C'est des petites matières, souvent moins coefficientées que les grosses matières, et où, effectivement, elles vont quand même être passées en décembre et en avril, et elles vont être sanctionnées par un examen. Et souvent, ces matières, vu que les étudiants n'ont pas le temps, ils ne les travaillent pas. Ils les travaillent juste un peu avant l'examen. Sauf que ça peut marcher en première, deuxième année, mais ça ne marchera pas en troisième, parce qu'en troisième année, les matières mineures sont très coefficientées. Elles avoisinent les coefficients des matières majeures. Et quand on les passe, quand on va les passer, on ne les a pas travaillées, on ne peut pas les absorber juste en révisant. Donc souvent, les étudiants qui ne valident pas leur troisième année ou qui n'ont pas une bonne note en troisième année, c'est souvent
qu'ils s'écrasent sur les matières mineures, pas sur leur matière ATD, parce que sur ces matières-là, eh bien, ils arrivent à les travailler pendant le semestre. Donc pour moi, justement, si on gagne du temps sur la semaine de travail, on peut avoir le temps d'aller travailler un petit peu ces mineurs avant l'examen terminal. Parce que sinon, on va s'écraser. J'ai vu des étudiants redoubler à cause de leur matière mineure. C'est ce qui est un peu dommage quand même. Parce que souvent, ce n'est pas leur matière prédilection. Ils ont pris leur matière majeure avec les travaux dirigés. Ils ont des bonnes notes, mais ils s'écrasent à cause des mineurs. Donc ça, c'est mon conseil, c'est de les travailler en amont. Surtout en 3e année. Voilà, en 2e année, ça va. Mais après, ça dépend de la fac. Parce que maintenant, ils sont... donc, pour vous dire que c'est un concours qui est de la fac de Lyon 3. Oui, voilà. Donc, les matières sont annualisées. Ça veut dire que désormais, les étudiants les passent que en avril. Donc, quelque part, ça change la donne pour les mineurs, parce que les mineurs peuvent être révisés un peu à la dernière minute, puisqu'ils vont les passer qu'en décembre. Mais les mineurs du 2e semestre vont être passés avec les 3 majeurs annualisés. Donc, si on ne s'y prend pas en avance, ça va être catastrophique. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un travail régulier pour essayer d'avoir les meilleures notes possibles. Voilà. Et donc, je finirai par... Est-ce que vous avez des questions sur la façon de travailler en droit? Non? Personne n'a une méthode de travail différente qui porte ses fruits? Non. Vous allez tous à tous vos CM? Non? Alors, c'est vrai que je vais pas... Oui, vous aviez une question? Ah non. Donc, alors, je ne vais pas conseiller de ne pas aller au CM, évidemment, mais, il y a quand même le mais, il y a des CM où il faut un peu se dédouaner de cette idée d'aller à tous les cours comme au lycée. Voilà, parce qu'on a mauvaise conscience quand on sort du lycée, on se dit non, mais il faut pas que je rate de cours. Mais il y a vraiment des cours où, pour moi, quand on voit qu'il n'y a aucun intérêt, parce qu'à la fac, il y a des profs vraiment qui lisent leurs livres. Hein. Donc ils vont prendre un livre et qu'ils vont lire sans rajouter une ligne, sans rajouter un exemple. Si c'est pour perdre 3 heures pour qu'on me fasse la lecture, moi personnellement, non. Je préfère travailler. Je préfère aller travailler avec le manuel et essayer de comprendre par moi-même. Oui. Bah, les matières mineures, en fait, il faut les lire. Alors, il ne faut pas perdre de temps. C'est-à-dire, j'ai 3 heures le matin. Le soir, il faut que je me donne comme challenge d'avoir fiché. Pour le coup, là, vous pouvez ficher pour l'apprendre un petit peu. Mais pas tout mettre en miniature. Hein. Vous avez compris, une fiche intelligente avec quelques points. Mais il faut le faire tous les jours. Il ne faut pas se laisser de laps de temps parce qu'après, ça va se cumuler et vous n'aurez plus le temps de la voir. Il faut la travailler comme ça. Vous avez quoi, 4-5 pages de cours. Généralement, vous écrivez entre 4 et 8 pages de cours sur un CM. Bah, vous avez 4 pages par jour. C'est pas beaucoup. Par contre, si vous attendez la fin du semestre, vous allez avoir 90 pages. Et là, c'est pas la même. Donc, il faut le faire régulièrement, ficher, sans chercher à trop apprendre par cœur, pour moi. Parce que de toute manière, vous relirez vos fiches régulièrement. Et comme ça, pendant la période de révision, finalement, ça deviendra des vraies révisions où ça va vous parler et vous n'aurez plus qu'à apprendre. Voilà. Donc voilà pour les CM. Alors, juste, je terminerai par l'utilité de la prépa de droit, puisque moi, je suis directrice d'une prépa. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai créé cette prépa il y a 7 ans. Alors, il y a 7 ans, c'était un luxe. C'est-à-dire qu'on aidait les étudiants en licence. C'était le petit plus. J'ai eu des étudiants qui voulaient faire l'ENA, qui voulaient faire la magistrature. C'était souvent ces profils-là qui venaient nous voir parce qu'ils avaient besoin de ce plus-là pour anticiper les concours 5 ans plus tard. Et puis petit à petit, avec la réforme, je trouve que c'est devenu de plus en plus indispensable parce qu'il y a trop de monde en droit. Moi, quand j'ai commencé les TD, j'avais 24 ans. Pour vous dire, j'ai commencé à être chargée de TD, j'avais des classes de 20 étudiants à Lyon 3, 20-25 étudiants. À la fin, ils étaient 40. Je connaissais même plus mes étudiants, j'avais trop de groupes. J'avais plus d'échanges avec eux parce que c'était devenu l'usine en fait. Et en plus, ils nous avaient fait passer comme directive
Parce que moi, quand j'ai débuté, alors là, j'étais dans la bienveillance absolue, je ramassais 4 copies, je faisais la moyenne des 4, donc c'était gentil. J'écrivais des pavés derrière la copie pour dire tout ce qui allait pas. Bon, avec 10 groupes de 40, vous imaginez que c'est pas possible de faire ça. Donc, j'étais frustrée parce qu'on me disait, il faut ramasser qu'une copie. C'est la seule note du semestre. Bon, bah, je vois plus mon utilité parce que si je ramasse qu'une copie, je peux pas voir l'évolution de l'étudiant. C'était vraiment juste pour noter les étudiants. Donc il y a vraiment cette évolution qui a fait que je prenais plus de plaisir à enseigner. Et on est dans l'institut, on est à peu près une vingtaine de profs. Donc on est soit avocat, doctorant ou maître de conférence. Donc on enseigne un peu dans l'UCLI, Lyon 2, Lyon 3. Voilà. C'est un jeu de chaises musicales, hein, on enseignait de partout. Et on a tous eu cette même expérience de se dire, voilà, on n'aime plus trop enseigner à la fac parce qu'on n'a plus la sensation d'apporter quelque chose. Du coup, on s'est réunis entre nous. On donnait beaucoup de cours particuliers. Moi, personnellement, je donnais beaucoup de cours particuliers à cette époque. Et là, je me suis dit, bon, bah, les étudiants ont les mêmes problématiques, ils viennent des mêmes facs, ils ont les mêmes plaquettes de TD à travailler. Donc, on a créé cet institut pour accompagner pendant la licence. Donc, le but, en fait, c'est qu'on fait les TD une semaine en avance. On est par groupe de 8 étudiants maximum, donc ça veut dire que c'est du semi-particulier, on a le temps d'échanger avec les étudiants. Et on sépare les étudiants comme à la fac, que ce soit à Lyon 2, à Lyon 3 ou à l'UCLI, parce qu'ils sont séparés par groupe en fonction de leur nom de famille et ils n'ont pas les mêmes exercices à rendre. Donc du coup, on sépare exactement par série. Les étudiants nous envoient leurs plaquettes et on va préparer justement la plaquette de TD une semaine en avance. Alors le but, c'est pas de tricher évidemment, hein. C'est de faire avec les étudiants. Donc là, on a vraiment du temps parce que nos cours durent 1h45. Donc on fait 30 minutes de topo et on a vraiment 1h15 de méthodo sur l'exercice qui va être ramassé à la fac. Donc là, on a vraiment le temps de faire ce qu'on ne pouvait pas faire à la fac. Par exemple, moi, sur un commentaire d'arrêt, je vous parlais des techniques de plan. Bah, chaque semaine, je vais intégrer une nouvelle technique de plan et après, je laisse qu'un quart d'heure, trouvez-moi un plan et on échange ce qui va pas pour avoir consolider un petit peu la méthodologie en licence. Et on suit sur la L1, L2, L3. Mes masters me supplient de les garder, mais je leur ai dit non. Parce qu'en master, il y a aussi des TD, donc ils restent dans les locaux, mais je ne veux pas leur donner, parce que je pense qu'après, il faut voler de ses propres ailes. Ils ont déjà été accompagnés, parce que ça les rassure aussi d'avoir cet accompagnement où ils se disent, bon, je ne fais pas de hors-sujet, etc. Mais il y a une époque où je faisais les masters, et là, j'ai dit que je ne les faisais plus parce que pour moi, ils doivent le faire par eux-mêmes. Et c'est vrai que les premiers étudiants que j'ai eus il y a 7 ans, j'en ai au moins 5-6 qui ont eu le CRPA après leur Master 1 en le préparant que l'été. Pourquoi ? Parce que la méthodologie. En fait, tout est une question de méthodo. Ils avaient tellement une méthodo où je les avais vraiment forcés à être très rigoureux là-dessus. Après, il n'y a plus qu'à apprendre les cours, en fait. Ils n'avaient même pas besoin de prendre une prépa annuelle. Je les ai poussés quand même à prendre une prépa estivale, notamment des bonnes prépas parisiennes que je recommande, parce que j'estime qu'il faut s'entraîner, il faut avoir des exercices bien solides sur le concours. Mais voilà, je leur ai dit, ne prenez pas une prépa annuelle, apprenez par vous-même vos cours. Une fois que vous êtes solide sur vos cours, vous pouvez derrière prendre une prépa juste pour les exercices, pour vous entraîner. Et après, ils l'ont eu du premier coup. Donc pour vous dire que, comme c'est le programme de la licence, on n'a pas besoin d'avoir 2 ans de prépa après le Master 2 pour l'avoir. Hein. Il ne faut vraiment pas trop écouter les gens qui vous diront le contraire, parce que pour moi, si on est solide et qu'on apprend sur le long terme en licence, on peut passer derrière les concours. Alors, je ne dirais pas la même chose pour la magistrature. Hein. C'est sûr que la magistrature, après un Master 2, il faut préparer au moins 1 an le concours, parce que la magistrature, il y a la matière culture générale. Et comme en droit, on n'enseigne pas la culture générale à la fac, il faut vraiment 1 an pour essayer et encore minimum 1 an. Parce que pour moi, la culture générale, ça ne s'acquiert pas dans un livre. Ça s'acquiert justement en faisant d'autres choses à côté, en s'intéressant au monde qui nous entoure et en ayant appris ça dès sa première année de droit. Il faut regarder les infos, vous abonner au Monde, la documentation française, France Culture, il faut regarder des dossiers sur certains thèmes parce que ça s'acquiert sur le long terme. On peut pas, vous allez être en carence parce que tous les concours de droit nécessitent un minimum de culture générale. Même le CRPA, à l'oral,
c'est les libertés fondamentales. Sauf que du coup, comme c'est pas enseigné, les étudiants parfois réussissent à être admissibles à l'écrit et s'écrasent tous à l'oral parce qu'ils n'ont pas de culture générale. Donc si on veut l'anticiper, il faut s'intéresser à ça avant. D'ailleurs, vous n'avez pas d'excuse parce que vous êtes une génération du numérique, vous avez les réseaux sociaux. Rien ne vous empêche de vous abonner pour que sur votre fil d'actualité, il n'y ait pas des Instagrammeurs, mais plutôt Le Monde, l'actualité, les revues, et vous regardez ça tous les jours et vous essayez d'enregistrer. Parce que ça, c'est sans effort, en fait. Vous allez vous souvenir de certaines choses, il faut être curieux en droit. Hein. Vous ne pouvez pas réussir en droit si vous n'êtes pas un minimum curieux. Et même l'ENM, ils ont réformé, hein. C'est pour ça que c'est devenu plus accessible, parce qu'ils ont ouvert les places. À l'époque, c'était mission impossible d'avoir la magistrature pour être juge. Mais désormais, ça devient vraiment accessible, parce qu'autrefois, ça s'appelait culture générale. Et désormais, ça s'appelle questions aujourd'hui posées à la société française. Du coup, ça restreint beaucoup plus le champ, parce que culture générale, on pouvait vous poser des questions sur l'art, la musique classique. Donc forcément, on ne peut pas se cultiver en tout, et c'était très difficile. C'est pour ça qu'à cette époque-là, c'était très critiqué, parce que 90% des magistrats étaient issus de la bourgeoisie. Mais en fait, c'était lié au concours, parce que le concours, vu que la plus grosse matière, c'était culture générale, et qu'il posait des questions qui étaient liées à l'art et à la culture, et il n'y avait que des personnes d'un certain milieu qui avaient accès à ça. Moi, mon année, je me souviens qu'il y avait une amie qui l'avait passé, le sujet, c'était sur 5 heures de dissertation, c'était le silence. Point. Voilà. Ça, en fait, ça partait dans tous les sens, donc c'était très difficile, même en ayant fait 5 ans de droit, même en étant un peu cultivé, on ne savait pas. Il y avait aussi eu Tintin et Milou. Voilà. Bon. C'était le sujet, sur 5 heures. Donc, alors le silence, c'est pour ça que je pense qu'il y avait aussi se recruter entre eux, parce que le silence, c'était une œuvre musicale que certains qui avaient fait le conservatoire connaissaient, et ils ont pu accès aussi en fonction de ça, mais tous ceux qui n'avaient pas fait le conservatoire, ils n'avaient pas grand-chose à dire. Et vous voyez, c'était vraiment très sélectif. Maintenant, il y a des épreuves aussi avec un psychologue, parce qu'ils ont compris qu'il fallait aussi un peu de sélectionner sur la personne, parce qu'on peut être très bon en droit, mais pas du tout être fait pour être juge. C'est pour ça que vous voyez, chaque concours va sélectionner sur plusieurs choses. Mais encore une fois, si on n'est pas imprégné du monde qui nous entoure, on va avoir un moment, on va être bloqué au niveau des concours du droit. Et il faut savoir que statistiquement, ceux qui réussissent le mieux les concours du droit sont les sciences politiques. Vous imaginez que, et je parle des sciences politiques pures, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de droit, et ils réussissent mieux les concours du droit. Juste en apprenant le droit, juste pour le concours, parce qu'ils ont une grosse culture générale, et du coup ça les sauve pour le concours. Donc il faut vraiment se remettre en question. Quand on fait du droit pur, il faut avoir ce côté culture générale. Et pour moi, si les étudiants ont la capacité, le must, c'est quand même de faire la double licence droit-sciences politiques. Parce que du coup, derrière, on a vraiment acquis le... C'est vrai que c'est difficile, parce qu'il faut allier les deux, mais il y a moins de matières dans la double licence. Il n'y a pas toutes les matières de droit et toutes les matières de Sciences Po. Il y a certaines matières de droit plus certaines matières de Sciences Po, ce qui fait que c'est quand même accessible. Et je trouve que ça donne une très bonne formation pour derrière passer les concours. Voilà. Mais après, voilà, il faut pas... Je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrières. Si vous êtes intéressé, en tout cas, si vous êtes en droit, c'est le cas. Et si vous n'êtes pas encore en droit, c'est que vous êtes intéressé par le droit. Mais je pense qu'il faut s'ouvrir et comprendre que, voilà, si vous faites ce choix-là, mettez, en tout cas, mettez les moyens dès la première année pour voir tout ça. Parce qu'après, en fait, vous n'aurez pas le temps. Vous allez avoir 5 ans de droit, vous allez vous dire, bon, j'ai 24 ans, il faut que je passe une année de prépa, et puis peut-être que malheureusement ça ne passera pas, parce que souvent on le rate à cause du stress, on ne sait pas comment ça se passe dans un concours. Donc après, il y a un peu la fatigue qui prend le dessus, et il y en a beaucoup qui après abandonnent, qui se disent, bon, j'ai raté avocat, je ne le ferai pas, et puis après ils rentrent dans le monde professionnel. Mais voilà, c'est pas vraiment... Faut pas se laisser abattre par ça, il faut juste se dire, bon, ma lacune c'est ça,
Donc, je vais essayer de combler. S'il faut passer 2 ans à faire de la culture G, je ferai 2 ans de la culture G jusqu'à arriver à avoir le niveau nécessaire pour passer le concours que je veux. Et puis surtout, je donnerai aussi un conseil à votre génération, c'est il ne faut pas s'arrêter à avocat ou juge. Vous voyez, parce que souvent, le droit, c'est très vaste. Il y a plein de métiers. Des métiers qu'on n'imagine même pas, qui sont super intéressants. Et c'est vrai que les étudiants sont un peu cloisonnés en disant c'est le fantasme de mon fils sera avocat ou juge, quoi. Et du coup, il faut regarder d'autres concours, je pense. Il y a les concours de la fonction publique qui sont pas mal pour être catégorie A. On a des super bons postes. Par exemple, ceux qui font sciences politiques, ils s'orientent souvent vers les IRA. Donc, pour être catégorie A dans la fonction publique, il y a plein de métiers vraiment très intéressants. Et aussi, si vous n'avez pas le niveau, par exemple, et que vous n'êtes pas pris en master, pour moi, il faut s'ouvrir aussi à rentrer dans la vie professionnelle et ensuite repasser un master plus tard. Il y en a beaucoup qui ignorent ça, mais moi, j'avais une amie, elle avait fait un BTS à la base. Et du coup, elle est rentrée dans le monde professionnel. Et après, c'est son entreprise qui lui a payé sa licence. C'est-à-dire qu'elle était avec nous à Lyon 3 et elle était payée 1 400 € net pour étudier. Et elle a validé sa licence en ayant un salaire. Parce que c'est son entreprise qui avait besoin qu'elle passe ce diplôme pour la faire évoluer et qui lui a payé sa licence. Vous voyez, donc en fait, il n'y a pas une voie royale. C'est pas juste 50 droits et après j'ai ce que je veux. Je peux aussi passer dans le monde professionnel et après je vais gravir les échelons en passant des diplômes en interne. Et vous voyez, à 30 ans, elle était directrice d'agence en assurance, alors que normalement, il faut un Master 2 en droit des assurances. Et elle avait déjà 8 ans d'expérience dans le milieu. Alors qu'une carrière en droit commence à 27, 28 peut-être. Donc vous imaginez bien qu'à 30 ans, finalement, sans avoir fait la voie licence, master, etc., elle a abouti à un poste qui était même pas proposé à des masters en Master 2 droit des assurances. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas se fermer non plus, il faut essayer de regarder toutes les voies possibles. Et voilà, vous n'êtes plus d'une génération où vous allez avoir un métier toute votre vie. Enfin, généralement, les gens changent beaucoup de métiers, etc. Et le droit, c'est ce qui est bien aussi, c'est que c'est vaste et il n'y a pas de... C'est pas cloisonné comme on veut vous le faire croire en licence, où on vous dit il y a droit public, droit privé, et si vous faites un master en droit pénal, vous ne pourrez pas faire droit des affaires, c'est totalement faux. Une fois que vous avez les diplômes, vous faites ce que vous voulez. Parce qu'en fait, c'est les stages et l'école des avocats, par exemple, qui va vous pousser dans un domaine. Il y en a plein qui ont des masters en droit pénal qui finissent en droit des affaires. Il n'y a rien qui est cloisonné, en fait. Il faut juste se laisser des opportunités et se dire, voilà, j'aurai peut-être pas la voie que tout le monde a, mais je ferai ce que je veux. Voilà. Donc voilà pour les études de droit, la licence en droit. Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a apporté des éléments d'information? Oui. Vous avez parlé de l'IRA, ça serait possible d'avoir davantage d'explications? Oui, en fait, les IRA, c'est les concours de la fonction publique. Donc, généralement, c'est ceux qui vont faire une licence en droit public. Après, ils font un master en droit public. Et en fait, les IRA, c'est l'école des fonctionnaires, en fait, mais catégorie A. Donc, il y a un concours d'entrée et il y a un concours de sortie. Et en fonction du concours de sortie, vous allez être affecté à des postes plus ou moins intéressants. Donc, mais par contre, quand vous rentrez à l'école, il me semble que vous êtes payé à l'école, déjà, pendant 1 an. Et en fonction de votre concours de sortie, vous allez être affecté à un poste. Vous pouvez travailler en préfecture, vous pouvez travailler même au ministère. Voilà. Donc, après, ça dépend du poste que vous voulez faire derrière, mais il y a plein d'opportunités. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu difficile parce que c'est très axé public. C'est souvent des étudiants qui ont aussi fait l'Institut d'études politiques, l'IEP, qui vont passer ce genre de concours. Voilà. D'autres questions? Non? Bon, pas de questions. Ça va, je vous ai pas trop fait peur sur les études de droit? Non? Bon, si c'est une remise en cause sur votre licence, c'est déjà bien. Vous allez apprendre à travailler différemment. Et ça sera toujours ça de prix pour la suite. Ok? Et bien du coup, je vais m'arrêter là. Hop. Et bien merci. Oui, merci.